Monsieur Barcando, la situation en Égypte reste explosive, notamment au cours de ces deux derniers jours, vendredi et samedi. La tension est montée d'un cran. Les manifestants plutôt ont bravé le couvre-feu. Même les promesses du président égyptien Hosni Moubarak d'introduire des réformes politiques et économiques ou encore de former un nouveau cabinet n'ont pas empêché les manifestants de descendre dans la rue, d'incendier les bâtiments, disons administratifs, les bâtiments gouvernementaux. Une dernière tentative, nous reviendrons bien sûr sur cette dernière tentative d'avoir désigné Omar Soleiman comme vice-président, mais alors quel constat tirez-vous de la situation actuelle, de cette agitation, de cette effervescente mobilisation sociale en Égypte? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le tout très miséricordieux, vous savez, la situation actuelle, si on va en parler en bref, ça veut dire que c'est la fin du régime de M. Moubarak. Parce qu'il y a plus de 30 ans qu'il a toujours gouverné avec une spéciale dictature et toujours soutenu par les pays occidentaux, en particulier par les Américains. Mais aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire les Égyptiens, qui sont en fait la majorité musulmane, quand ils voient une grande contradiction, ce qui est la réalité de la société et ce qui est présenté par le gouvernement en tant qu'une version officielle à l'échelle internationale de la société égyptienne, voilà, cette contradiction pendant ces 3 décennies a abouti à la situation actuelle, c'est-à-dire une grande distance qui s'étend de plus en plus entre les réalités de la société islamique, toujours islamique de l'Égypte, et entre les cruautés, les violences, les tortures, la pauvreté, tout cela qui était toujours imposé par le gouvernement sur le peuple égyptien. Et ce qui est pire, c'est que toujours c'était dans le cadre des intérêts politiques personnels des autorités, mais dans une grande échelle, dans l'intérêt politique, géopolitique, géostratégique du régime sioniste et des Américains. Voilà. Aujourd'hui, le peuple égyptien se sont bien réveillés. Et justement, entre parenthèses, nous reviendrons justement sur les évolutions, sur les impacts des évolutions en Égypte, sur le dossier israélo-palestinien. Mais entre parenthèses, oui, ces 2 derniers jours justement, alors les hauts dirigeants de l'entité sioniste se sont déclarés profondément angoissés et préoccupés par un éventuel départ de Hosni Moubarak. Exactement. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas oublier que c'était pour la première fois l'Égypte en tant qu'un pays arabe, le pays le plus grand arabe, qui est toujours considéré comme le cœur du monde arabe, qui était toujours un pionnier dans le front arabe contre le régime sioniste. Mais plutôt de l'époque de Nasserienne. Hein? Exactement. C'était pour la première fois à l'époque de Anwar Sadat que ce régime sioniste a été reconnu pour la première fois par le monde arabe. Et toujours c'était l'Égypte qui a commencé. Et par la suite, les accords de Camp David de M. Exactement. Voilà. Nous reviendrons justement sur ces développements. C'est pour cela. Si Hosni Moubarak, en tant qu'un grand dictateur, perd sa place, ce n'est pas la perte de place pour une seule personne. C'est-à-dire, l'Amérique et le régime sioniste perdent un grand allié. Mais aussi la France. Exactement. Notamment pour cette union de la Méditerranée. Exactement. Non seulement Nicolas Sarkozy, mais aussi son prédécesseur, Jacques Chirac, était considéré toujours, en effet, alors un allié stratégique. On le voit exactement. Ce que vous venez de dire, on le voit exactement dans le communiqué commun de Nicolas Sarkozy, de David Cameron et de Merkel. C'est-à-dire samedi soir, ces 3 dirigeants européens, à la place de critiquer la violence toujours opprimante qui a abouti à la mort de plus de 100 civils en Égypte, voilà. Ce qui est pire, c'est qu'ils toujours soutiennent le régime dictateur en fait de Hosni Moubarak. Une fois encore, nous voyons d'une certaine réserve, d'une certaine prudence de la part alors de ces dirigeants européens, mais selon les experts, il s'agit plutôt d'une impuissance. Exactement. Aujourd'hui, ce que nous voyons
le régime de Hosni Moubarak se déstabilise, s'approche de plus en plus à la chute finale. Puisqu'on est là, est-ce que vous pensez que Hosni Moubarak va connaître le destin de son homologue tunisien Ben Ali? Moi, personnellement, comme Parce que la situation est un peu différente en Égypte et en différente, Tunisie. Mais il faut pas oublier, la Tunisie n'est pas exactement comme l'Égypte. L'Égypte est le pays le plus grand du monde arabe et même dans certaines époques, l'Égypte était toujours le foyer du monde de l'islam. Aujourd'hui, nous voyons par exemple l'université la plus importante du monde de l'islam, l'université Al-Azhar, qui joue un rôle très très essentiel dans le monde de l'islam, se trouve là-bas. Il y a beaucoup de muftis, beaucoup de grands ulama islamiques qui se trouvent là-bas. Et d'autre part, la situation en Égypte est différente. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, nous avons il y a beaucoup de partis, beaucoup de groupes d'opposition, en particulier les frères musulmans. Depuis 1928, quand Hassan al-Banna a établi le mouvement les frères musulmans, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que toujours il y a une grande opposition, toujours islamique, qui se base sur la vraie foi islamique du peuple, se trouve toujours opposé au gouvernement de l'Égypte. Non seulement à l'époque de Hosni Moubarak. Vous savez, depuis 1952, quand il y avait une révolution baptisée la révolution des officiers libres, nous voyons qu'il y a 4 présidents en Égypte, et toujours, tous étaient militaires. Première, c'était Najib, général Najib, parce qu'il s'opposait aux pays occidentaux, il n'a régné que pour 2 ans. Après, nous voyons les 3... À l'époque de Jamal Abdel Nasser, voilà, la situation était un peu différente. Là, les frères musulmans qui étaient considérés comme la vraie volonté du peuple. Quand je parle des frères musulmans, ce n'est pas seulement la volonté en fait d'un parti politique, d'un groupe politique, non. Aujourd'hui, même pendant ces en fait, quelques décennies, tout ce que les frères musulmans ont dit en tant qu'un grand groupe d'opposition en Égypte, c'était la manifestation de la volonté du peuple égyptien, qui sont toujours musulmans. Il ne faut pas oublier, 94% du peuple égyptien sont musulmans. Eh bien, à l'époque de Nasser, c'était un peu bien. Mais quand c'est le rôle, c'est-à-dire c'est le tour de Anwar Sadat, voilà, depuis ce temps-là, les pays occidentaux, l'Amérique, y compris voilà, leurs représentants dans la région, le régime sioniste, ont aplani le terrain afin qu'ils puissent établir un régime dictatorial dont la plupart, c'est-à-dire la composition est dans la plupart des militaires de l'armée. Ça pourquoi? Pour empêcher le développement de l'influence des frères musulmans. Pourquoi? Parce que ils voient que si les mouvements islamiques s'étendent de jour en jour, ce sera toujours un grand danger pour l'entité de l'État hébreu. Et d'autre part, nous voyons qu'il y a des militaires, dont la plupart sont de l'armée, pour qu'ils puissent... Mais actuellement, il y a une fissure au sein même de l'armée. Exactement. Parce que pendant ces 30 dernières années, M. Barkanlou, oui. Le régime Moubarak a bâti son gouvernement, sa dictature plutôt, sur un appareil policier, appareil militaire oui. très très fort pour pouvoir contrôler la situation. Vous avez raison, actuellement, non seulement la situation, le contrôle de la situation a échappé au régime Moubarak, mais en général, la situation de l'Égypte et même de la Tunisie, de l'Afrique du Nord en général, a échappé aux gouvernements occidentaux. C'est pourquoi, dans le cadre, une fois confrontés, une fois se trouvant face aux faits accomplis, les États occidentaux, en l'occurrence les États-Unis, tentent de canaliser en quelque sorte la situation dans le cadre de leurs intérêts, et il paraît que justement déjà les États-Unis, mais aussi la France et certains autres pays européens cherchent à préparer l'après-Moubarak et la désignation, parce que vous savez, justement, la désignation de Omar Soleiman, chef du renseignement égyptien, comme vice-président, oui.
Alors, tout de suite, après le retour de la délégation militaire égyptienne... C'est une préparation pour après Voilà, Moubarak. c'est une préparation dictée en quelque sorte par les États-Unis, par la Maison-Blanche, dans le cadre de préparer justement l'après-Moubarak. Donc, dans ce cadre, vous savez déjà, la famille Moubarak a commencé à s'enfuir, bien sûr, à transférer ses biens. À Londres. Et bien sûr, la fuite, la chute, le renversement du régime Moubarak semble inévitable. Alors, que pensez-vous justement des évolutions de l'après-régime Moubarak, M. Marcon? Vous savez, maintenant, ce qui est tout à fait évident, c'est que... Parce que cela en cours, cela fait courir de gros risques au pays du Nil, en quelque sorte. Exactement. Vous savez, c'est-à-dire, nous serons témoins de la chute de Hosni Moubarak, c'est une chose tout à fait évidente. Dans la plupart des experts confirment cela. Mais ce qui est très important, c'est que les pays occidentaux, en particulier l'Amérique et le régime sioniste, ne sont pas inquiets pour le destin de Hosni Moubarak personnellement. Non. Ils savent très bien que Hosni Moubarak est obligé de quitter. Pour cela, ils essaient de chercher quelqu'un, et en priorité, si c'est un militaire, quelqu'un qui puisse garantir les intérêts politiques et stratégiques des pays occidentaux, en particulier l'Amérique. Quand on parle de l'Amérique, ce n'est pas seulement les intérêts politiques de l'Amérique elle-même. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, c'est la sécurité de l'existence, de survie du régime sioniste. Voilà. Merci. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le peuple aujourd'hui ne veut que un système basé sur la foi islamique. Et quand on regarde la liste, on ne voit que, sur le premier rang, on ne voit que les frères musulmans. Et ça aussi, ça a fait beaucoup de peur aux Américains. Merci. Je vous en prie.